Bonjour, mon invité aujourd'hui est Michel Villorca. Bonjour Michel, tu viens de publier ce livre Racisme, antisémitisme, antiracisme, qui est un rapport, on peut dire, non sollicité envoyé à Madame Frédérique Vidal, qui est ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et l'innovation donc a été de développer le concept d'islamo-gauchisme qui aurait gangréné l'université. Alors Michel, tu as présidé l'Association internationale de sociologie, le conseil scientifique de l'European Research Council. Tu as écrit de nombreux livres sur le racisme, l'antiracisme, donc tu es plutôt bien placé pour en parler. En fait, le sous-titre de ce livre que tu viens de publier, c'est « Apologie pour la recherche ». Est-ce que c'est pas là, finalement, le problème central? Est-ce qu'aujourd'hui, la recherche n'est pas en cause? Est-ce que, sous couvert de dénonciation de dérives, ce n'est pas la recherche en tant que telle et les sciences sociales qui sont attaquées? Tu as déjà publié de nombreux ouvrages sur ce thème. Est-ce que les sciences sociales sont en danger? Alors, elles sont en mauvaise passe, dans une situation difficile. En danger, je ne le dirais pas ainsi, mais enfin, quand on se souvient de ce qu'elles étaient dans le paysage français et mondial, les années 60-70, Paris était le centre du monde, et tout le monde se jetait sur le Nouvel, comme on disait à l'époque, le Nouvel Observateur, ou d'autres journaux, mais surtout le Nouvel Observateur, pour voir ce qu'avaient à dire les grands chercheurs en sciences sociales, et je pourrais en citer des dizaines, des très très grands noms. Donc aujourd'hui, il n'y a plus cette aura, il n'y a plus cette mobilisation intellectuelle, mais ça existe. Alors quels sont les dangers? Le premier danger, c'est qu'elles sont attaquées du dehors par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Alors on prend un mot, intersectionnalité, on dit c'est le diable. On prend une catégorie, études postcoloniales, c'est le diable. On ne va pas y voir, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et on mélange un peu tout. Donc quoi, par des hommes politiques, des journalistes? Je pense que les gens qui, du dehors, beaucoup plus que du dedans, critiquent les soi-disant sciences sociales, alors qu'ils critiquent autre chose en réalité, c'est un ensemble de personnes qui peuvent être parfois des universitaires, mais loin de l'université et loin de la recherche. Ça peut être des journalistes, ça peut être des responsables politiques, ça peut être des gens qui ont des positions académiques ou institutionnelles. C'est beaucoup de gens qui marchent en réseau, mais qui en réalité ne regardent pas ce qui se passe. Et donc ce petit livre, c'est pour dire, mais attendez, regardons ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font, ces chercheurs? Je ne me suis pas intéressé donc au bavardage idéologique des uns et des autres, je me suis vraiment intéressé à ce que font les chercheurs. Alors, première menace extérieure de gens en fait qui ne connaissant pas réellement les sciences sociales ou n'y travaillant pas ou étant un peu dépités, peut-être n'ayant pas obtenu la reconnaissance académique qu'ils espéraient, ont une sorte de rancœur. Mais tu as pendant longtemps présidé le concept, pas le conseil scientifique, mais enfin la boîte à idées du PS. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de clubs d'idées. Est-ce qu'il n'y a pas en fait un repli général des formations politiques qui sont moins en phase avec la recherche, avec les chercheurs, avec les intellectuels? Est-ce qu'il n'y a pas un divorce finalement et que les responsables politiques préfèrent s'adresser à des essayistes ou des éditorialistes de chaînes d'infos continues? Est-ce que finalement il n'y a pas une déchéance du savoir universitaire au profit du faire savoir un peu des chaînes d'infos continues? Alors, il faut évidemment que les sciences sociales, les chercheurs en sciences sociales, se regardent eux-mêmes. Et ils ont eu beaucoup de mal à se récupérer intellectuellement. La France était tellement le cœur du marxisme, du tiers-mondisme, de toutes sortes de courants, qui étaient à la fois les courants politiques et les courants intellectuels, et même scientifiques, que lorsque tout ça, ça s'est terminé, les chercheurs ont eu la vie intellectuelle a eu de la peine à se reconduire, à se relancer. Et donc oui, il y a quand même eu une sorte d'affaissement, et on est rentré dans un monde quand même plutôt concurrentiel, néolibéral en matière d'économie, et donc je pense que tout ça a pesé lourd sur la capacité du monde de la recherche à se relancer vraiment nettement, fortement. C'est pas beaucoup plus brillant ailleurs, il faut quand même le reconnaître. Et puis il y a ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il existe un univers dans lequel se rencontrent des gens qui ont fait l'ENA, des gens qui ont une formation donc très élevée au management, à la gouvernance, à la gestion, à la connaissance des budgets, toutes ces choses qui sont très très importantes, et qui sont en même temps des gens qui ont souvent aussi une formation supérieure, intellectuelle. Ils peuvent sortir de Normal Sup, ils ont lu, ils sont cultivés,
dans les écoles qui préparent à l'ENA, on se cultive aussi. Et donc, ces gens-là ont le pouvoir politique, ou sont dans l'opposition politique, et ont le sentiment qu'ils n'ont pas besoin forcément beaucoup de s'appuyer sur des sciences sociales. Et puis il y a le monde des journalistes, c'est pareil, les journalistes sont quand même beaucoup plus éduqués qu'avant. Ils reçoivent en permanence toutes sortes d'informations, même s'ils passent leur temps trop souvent, me semble-t-il, devant leur ordinateur plutôt que sur le terrain, mais ça c'est autre chose. Et donc c'est un univers qui existe, qui est fort. Et donc ce monde des sciences sociales, c'est vrai, il s'est senti un peu à la dérive. La gauche n'existe plus, pour l'instant. Donc il n'y a pas un lien qui a pu se reconstituer ou se reformer avec des forces politiques existantes. Et donc oui, ça va mal, mais il n'y a pas une guerre. Je ne peux pas parler de guerre ou de conflit, c'est plutôt un sale moment dont j'espère qu'il est en train de s'achever. Bon. Alors, tu es lucide, tu dis oui, effectivement, il y a des problèmes. Toi-même, tu as fait des séminaires, il y a eu des protestations internes pour dire ça ne doit pas avoir lieu. C'est qu'on n'est plus dans le débat. Si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il ne faut pas lui donner la parole, on ne veut plus le contredire. Tu cites notamment un exemple très concret, tu voulais faire un séminaire sur la prise de décision, Hubert Védrine était invité, on a dit non, non, le Rwanda, pas question de l'inviter, au lieu de venir porter la contradiction. Et donc il y a de plus en plus cette volonté d'excommunication finalement, qui est aussi interne finalement au monde académique. Alors, il y a des responsabilités internes au monde académique, au monde universitaire, au monde de la recherche. Il y a du sectarisme chez certains, du fanatisme même parfois, du refus de débattre, de l'enfermement, chacun sur son précaré. Il ne faut surtout pas que quelqu'un vienne mettre ne serait-ce qu'un doigt sur ce fameux précaré. Il y a des logiques comme ça. Et il y a des responsables d'institutions qui ne font pas le job non plus. Parce que si les libertés académiques, comme on dit, sont menacées, c'est peut-être aussi parce que les règles qui permettent aux libertés académiques de bien fonctionner ne sont pas vraiment établies et en tout cas mises en œuvre par ceux qui ont la responsabilité des institutions, qui ne savent pas trop quoi faire. Quand des gens organisent le boycott d'un conférencier, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut accompagner le boycott? Est-ce qu'il faut le refuser? Est-ce qu'il faut faire venir les flics? Et si on fait venir les flics, ça veut dire qu'on fait venir les flics dans l'université, etc. C'est pas facile non plus. Mais c'est vrai qu'il règne ici et là, ou par moments, un climat d'intimidation, je ne voudrais pas dire de terreur, un climat d'intimidation, un climat malsain, là où il faudrait que nous puissions discuter beaucoup plus. Là où il faudrait que sur des enjeux comme ceux qui m'intéressent actuellement, le racisme, l'antisémitisme, la façon de construire une action antiraciste, là il faudrait au contraire que nous discutions entre nous, entre chercheurs qui pensons avec des catégories différentes, ça ne me gêne pas. Et c'est pourquoi je suis allé voir, je connais bien ces courants, ce qu'on appelle les études postcoloniales, qui ne sont pas d'ailleurs la même chose que les études décoloniales. Je me suis intéressé au concept d'intersectionnalité. J'ai regardé ces choses-là. C'est pas nul, c'est pas inintéressant, et beaucoup de gens sont mobilisés. Et oui, ce n'est pas ton courant, c'est pas ta formation, etc. Mais donc, tu n'as pas sur eux l'anathème que certains prononcent. Pas du tout, pas du tout. Et en plus, quand on regarde ce qui se passe dans le monde entier, enfin, ce sont des courants parfois extrêmement importants, extrêmement puissants et productifs. Alors après, on peut discuter, ne pas être d'accord, bien entendu. J'ai été très frappé. Il y a 1 an et demi, j'étais au congrès de la grande association latino-américaine de sciences sociales. Alors, des milliers de personnes. Le point de vue que je défendais était hyper minoritaire. C'était Global South, c'était tous ces courants postcoloniaux, décoloniaux, etc. J'ai écouté. J'étais minoritaire, mais j'ai pu m'exprimer, d'ailleurs on m'a laissé m'exprimer. J'ai écouté, j'ai appris des choses, je me suis dit que tout ça n'était pas inintéressant. Alors voilà, donc je trouve que nous manquons d'écoute, et je dirais de bonne volonté et de bonne foi. Alors justement, tu parles dans ton livre de l'intersectionnalité, où tu as des reproches à faire à ce concept, et en même temps, ce n'est pas une condamnation massive. Est-ce que tu peux un peu dire quelle est ta pensée sur ce concept qui semble être la menace majeure sur la pensée française? Alors, pour certains. L'idée elle est simple, je vais la formuler de façon même simpliste. Si une personne ou un groupe humain cumule les discriminations ou les risques de discrimination, parce que cette personne c'est une femme, qu'elle est de couleur, qu'elle est handicapée, qu'elle est musulmane, et qu'on pourrait en rajouter, eh bien la somme des risques ou des réalités de discrimination que cette personne va vivre, ça ne suffit pas à décrire ce qu'elle va vivre. Les discriminations vont faire système.
cette personne vivra quelque chose de pire encore, d'encore plus douloureux, de plus difficile que la simple addition des difficultés. C'est pas une idée idiote, ça mérite examen. Et c'est une idée qui permet de poser certaines questions. Alors de ce point de vue-là, moi, si j'ose dire, j'achète le concept ou la notion. Par contre, certains en profitent pour, à partir de là, dire, eh bien, cette personne qui cumule les handicaps, les difficultés, les risques de discrimination, cette personne, c'est le sel de la terre. C'est, dans le monde d'aujourd'hui, les gens ne le disent pas exactement comme ça, mais c'est ça l'idée, c'est le nouveau prolétaire. C'est la figure de l'émancipation à venir. Cette personne, c'est celle qui, en se libérant elle-même, je vais parler comme Marx, libérera l'humanité tout entière. Alors là, on rentre dans des propos, des discussions qui deviennent souvent consternantes. Et donc, pour me résumer, comme concept, pour analyser, pour comprendre certaines choses, oui. Comme instrument politique, je dirais plutôt non. Ça se discute. Ce qui fait que il y a ceux qui, sans du tout s'intéresser au contenu des choses, vont cracher sur le terme et en faire un cheval de bataille. Et symétriquement, il y a ceux qui, sans savoir beaucoup plus d'ailleurs sur ce concept, vont en faire une sorte de drapeau. Il suffit, c'est comme dans le temps, quand les marxistes commençaient un texte en disant, comme l'a dit Lénine, ou comme l'a dit Marx, ça veut dire, voilà, je suis de ce côté-là, puis après on racontait ce qu'on voulait. Alors il y a un petit côté comme ça devient un drapeau. Donc c'est un drapeau ou c'est une cible à dézinguer. C'est ni l'un ni l'autre. Aussi, tu reprends ce terme d'islamo-gauchisme qui était un peu le détonateur finalement de ce livre. Le ministre qui dit que l'islamo-gauchisme gangrène la société et aussi l'université. Tu n'as pas tout à fait ce sentiment. Alors, premièrement, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui renverrait à l'idée d'une sorte de rencontre entre des courants gauchistes et des courants islamistes. Je ne dis pas qu'il n'y a rien. Enfin, ça me semble absolument secondaire par rapport aux autres problèmes dont on a commencé à parler, c'est-à-dire le fanatisme, le sectarisme, le refus de dialoguer, d'écouter, le boycott de certaines personnes, etc. C'est ça les problèmes. Et puis aussi les difficultés de gouvernance des institutions universitaires. Enfin, il y a beaucoup de problèmes. Celui-là ne me semble vraiment pas gangréné, comme a dit la ministre de l'université. Et en plus, est-ce que c'est un vrai concept? Est-ce que ça existe, l'islamo-gauchisme? On parlait plutôt d'islamo-fasciste. Et puis tout d'un coup, on a renversé et on tombe sur l'islamo-gauchisme, que ce n'est pas une façon de lier deux termes perçus majoritairement négativement. Dans l'ensemble de ces Françaises, les gauchistes ne sont pas bien vus majoritairement, et les islamistes non plus. Donc est-ce que ce n'est pas juste une sorte d'invention médiatique qui devient réalité à force de la répéter? Moi je dirais que c'est un symptôme. Et c'est un symptôme de dérive droitière. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce symptôme? Il y a deux éléments. Il faut bien faire attention aux mots que les gens utilisent. Les gens qui utilisent ce mot disent islamo, ne disent pas islamismo. Si je dis islamo, c'est tout l'islam. Donc, c'est tout l'islam qui est visé. Donc tous les musulmans. Donc là où il faut combattre l'islamisme, eux nous disent non, le problème c'est l'islam. Donc il y a une sorte de... Donc ils rendent service aux islamistes qui viennent dire qu'il n'y a pas de vie possible pour les musulmans dans le monde occidental. Exactement. Et ils gonflent, si je peux dire, la cible. La cible n'est pas l'islamisme, la cible c'est tous les musulmans. Donc il y a derrière ce concept quelque chose déjà d'ennuyeux. Et puis de l'autre côté, gauchisme. En réalité, qui est-ce qui est visé? C'est pas le gauchisme, c'est pas quelques ultra-gauches ou quelques extrêmes-gauches. Non, ce qui est visé, c'est cette énorme partie de ce qui a été à gauche et qui refuse les dérives sécuritaires, droitières d'une petite partie de la gauche. Autrement dit, on appelle gauchiste une cible qui est beaucoup plus large en réalité, qui est cette gauche... oui, qui n'est pas obsédé par l'islam, qui n'est pas obsédé par l'idée que seules les mesures de sécurité peuvent régler les grands problèmes du moment. Et donc, c'est un concept qui élargit d'un côté le spectre de ce qui est dénoncé, tout l'islam, et qui d'un autre côté fait semblant de rétrécir les choses en parlant de gauchisme, là où en réalité... il s'agit de beaucoup plus dans la façon dont les choses sont formulées. Parce que sinon, s'il s'agissait, pour ceux qui mettent en avant ce concept, de critiquer l'islamisme et de dénoncer
le gauchisme, il n'aurait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Oui, enfin, tu constates, d'ailleurs, tu as fait un peu un relevé des études en cours, des thèses en cours. Tu n'as pas relevé qu'il y avait un déferlement de thèses connotées à ce sujet. Qu'il puisse y avoir des thèses, des travaux, qu'il y ait une sensibilité qui aille dans ce sens, c'est très possible. Mais enfin, c'est quand même pas toute la production universitaire en sciences sociales. Moi, si je mets sur la table les travaux sur le travail, sur les femmes, sur la question urbaine, sur les questions de religion en général, et puis on pourrait continuer, enfin, les sciences sociales s'intéressent à énormément d'autres choses. Donc c'est déjà une petite partie des objets des sciences sociales qui sont concernés, et dans cette petite partie, il y a des chercheurs de différentes tendances, de différents courants, mais enfin, c'est quand même pas des dizaines de milliers d'étudiants brigadés par des centaines ou des milliers d'enseignants. C'est certainement pas. Alors, dans l'université, dans les sciences sociales, on débat, on se contredit. Alors, tout le monde n'a pas la vérité. On ne peut pas dire qu'il y a la science pure et l'idéologie ailleurs, puisque les universitaires qui sont engagés idéologiquement, enfin, on l'a toujours connu finalement, et c'est des grandes figures l'étaient. Et en même temps, je me rappelle d'une conversation qu'on a eue ensemble il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, c'était avant que j'écrive mon livre. Je me rappelle très bien de cette scène, on était à La Rochelle et je t'ai demandé, est-ce que tu as déjà eu recours au mensonge pour forcer l'argument, pour emporter la partie quand tu débats? Tu m'as regardé, dit, non, jamais, j'ai pu me tromper. Est-ce que tu partages ce sentiment que il y a une sorte d'impunité du mensonge? Et là, je ne parle pas de l'erreur ou d'analyse, mais du mensonge volontaire, finalement, qui passe crème parce que on peut venir mentir droit dans les yeux à la télévision, avoir le bleu regard qui ment, et être invité le lendemain alors que tout le monde sait que tu as menti. Est-ce que tu partages cela? Alors oui, je pense que le mensonge aujourd'hui est... Enfin, il faut dire qu'on a eu Donald Trump qui a fait, comment dirais-je, prospérer ce genre de choses. Enfin, je pense que oui, le mensonge est un problème réel dans notre vie publique, dans nos débats publics, qui ne devrait pas avoir du tout sa place dans une vie intellectuelle sérieuse, ou dans une vie scientifique sérieuse. Les faussaires, les menteurs, les plagiaires, en fait, cet univers-là me révulse, me révulse. Alors, je peux me tromper, je suis comme tout le monde, hein, et puis même il peut m'arriver de dire des bêtises, ça m'est arrivé même en public, je l'ai payé une fois très très cher, j'avais dit une connerie, j'ai dit un jour une connerie dans une grande émission, c'était chez Yves Calvi, quand j'en ai pris conscience, en sortant de l'émission, je lui ai téléphoné et je lui ai dit, écoutez Yves, j'aimerais que vous communiquiez demain, à la même heure, mes regrets et mes excuses, ce qui est rare dans notre univers. Donc voilà, j'avais fait une connerie. Mais voilà, mais je pense que c'est un péché, je pense que on ne peut pas accepter l'idée que la vie universitaire, la vie scientifique, et je dirais même au-delà, la vie intellectuelle, laisse de la place aux menteurs et aux mensonges. Et donc oui, et j'étais très heureux quand tu as fait ce livre sur les intellectuels faussaires, parce que justement, je me retrouvais bien dans ce genre de rejet ou de refus. Alors, dans un livre, lui aussi ancien, Régis Debray disait que le pouvoir intellectuel en France était passé de l'université à l'édition, puis à la télévision. Est-ce qu'il y a une quatrième étape qui serait les chaînes d'infos permanentes, les réseaux sociaux? Comment tu vois cela? Et est-ce qu'il y a encore des grandes figures intellectuelles qui s'expriment et qui peuvent faire un peu la différence? Alors aujourd'hui, je ne pourrais pas citer, dans les jeunes générations, je mets à part des figures très âgées pour qui j'ai un immense respect, comme Touraine ou Morin, mais enfin, si je descends dans des générations plus présentes aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y a des très très grandes figures en France. J'avais fait il y a quelques années l'étude des 50 meilleurs dossiers présentés à un panel de European Research Council pour obtenir des financements, et j'avais regardé quels étaient les chercheurs français vivants cités dans les candidatures. C'est des dossiers où on a 15 ou 20 pages d'explications sur le projet qu'on veut défendre, pour obtenir 2 500 000 euros de financement. Alors bon, donc il ne s'agissait pas de savoir s'ils citaient Bourdieu, qui était mort, ou Raymond Aron, ou autre, non, les vivants. Il y en a un seul qui surnageait de très loin, c'est Bruno Latour. Donc, on peut avoir des critiques à lui faire, mais si un chercheur français a une aura internationale, c'est Bruno Latour, dans mon domaine, hein, dans les sciences sociales. Bon, mais en dehors de lui, je ne vois pas vraiment de très très grandes figures ayant une telle aura internationale. Alors, on peut dire que c'est peut-être un phénomène général. On ne veut plus de tout ça. On veut que tout le monde puisse accéder à la production
diffusion de connaissances. Alors oui, tu as raison, le paysage de la diffusion des idées, des écrits, de la parole a beaucoup changé. Mais les lieux classiques n'ont pas disparu. L'édition continue d'exister. Les télévisions classiques continuent d'exister. Les journaux les plus classiques continuent d'exister. Simplement, c'est la relation entre tous ces univers qui se transforment. Par exemple, les réseaux sociaux, évidemment, énorme importance, mais le succès final pour des gens qui veulent faire passer un message sur les réseaux sociaux, c'est quand il y a un article du Monde ou une grande émission de télévision sur le service public ou sur Arte, ou c'est autrement dit, tout ça continue d'exister. Il y a des hiérarchies qui subsistent, mais dans un monde qui a totalement changé, parce que Internet a tout bousculé, le numérique a tout bousculé. Toi-même, tu utilises les réseaux sociaux? Je me suis forcé à avoir un compte Twitter, parce que je me suis dit, c'est pas ma tasse de thé. J'appartiens à une génération qui fonctionne autrement. Mais je me suis dit, il faut que j'ai un compte Twitter pour être un tout petit peu dans cette culture du numérique. Et regarder ce qui s'y passe. Je regarde ce qui se passe. Et comme sociologue, c'est aussi... c'est passionnant. C'est passionnant. Et ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que, à la fois, ça crée des nouveaux objets de recherche et ça modifie les méthodes de recherche. Et donc, c'est pour ça que je pense que le numérique a transformé notre univers complètement. Alors on parle aussi beaucoup de cancel culture, des gens qui disent « Ah non, il ne faut pas inviter un tel et un tel ». Cancel culture qui est d'ailleurs, qui serait le fait de ceux dont tu parles, les études postcoloniales, ceux qui parlent de la sexualité. Moi j'ai plutôt le sentiment que ce sont ces gens-là qui sont victimes de cancel culture et qui sont plus souvent désinvités, où il y a les pétitions pour... j'ai reçu à cette même place il y a peu Rokhaya Diallo, il y a des gens qui ont dit « Vous n'avez pas le droit de l'inviter ». C'est des gens qui me disent à moi qui j'ai le droit d'inviter sur mon podcast. Donc est-ce qu'il n'y a pas une sorte, est-ce que tu sens aussi ce McCarthy, ce néo-McCarthyisme qui se met en place et qui vise un peu tous les gens qui essayent d'avoir... et que quand on est arrivé, toi qui as bossé des années sur le racisme, l'antiracisme, où on vient d'accuser ceux qui luttent contre le racisme de développer une logorie raciste. Alors c'est des choses très compliquées. Je prends la fin d'abord. Quand l'antiracisme devient un combat particulier et non pas universel, alors là, oui, il y a des dangers. Quand les victimes du racisme, les victimes de la discrimination commencent à dire que oui, je suis victime parce que j'appartiens à une autre race, donc à intérioriser l'image de la race. Et si j'appartiens à une autre race, c'est que l'autre en face, il appartient aussi à une autre race. Et que je suis en guerre contre lui. Ça dérape. Bon, donc il faut être prudent. Et donc accepter l'idée que contrairement à ce qu'on croyait il y a encore... une dizaine ou une quinzaine d'années, il n'y a pas d'un côté le combat raciste et de l'autre côté le combat, si je peux dire, antiraciste. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Sur la cancel culture, maintenant, l'expression, c'est l'extrême droite américaine. Donc il faut aussi voir d'où partent les critiques. Alors je vais me résumer, parce que je ne voudrais pas dire des choses trop compliquées. Je pense qu'il est sain de dénoncer des choses qui sont évidentes et dont on ne parle même pas, parce qu'elles sont inscrites dans la culture, et que, ma foi, il n'y a pas besoin on n'en parle même plus. Qu'un beau jour on nous dise Colbert, c'est aussi l'indigène, le fameux code noir. Le fameux code noir. Bon. Eh bien oui, c'est très bien qu'on nous le dise. Qu'on nous rappelle que, ça m'avait amusé, François Hollande, pour son discours d'intronisation, avait décidé de citer Jules Ferry. Et heureusement, un ou deux de ses conseillers lui avaient dit fais attention, Jules Ferry, c'est aussi le côté colonial. Donc, voilà. Eh bien oui, qu'on dise ces choses-là. À la limite, que l'on dise, c'est quand même embêtant que la statue de Colbert soit à tel endroit, ça choque un certain nombre de personnes. Bon, mais c'est pas pour autant qu'on doit détruire et dire que ça n'a pas existé. Donc qu'on prenne la statue de Colbert, si elle existe, et qu'on la mette dans un musée avec des explications, pourquoi pas? Donc, je pense qu'il faut non pas dire « je refuse complètement la cancel culture », il faut dire « je refuse », parce que ce qui est proposé peut être intéressant, mais je mets en débat ce qui est dit par les gens qui veulent qu'on aboutisse à de l'annulation, c'est ça. On le met en débat, donc on en tient compte, mais on ne se laisse pas non plus obligé à évacuer comme ça des pans entiers de l'histoire. Ce que tu plaides, en fait, c'est pour le débat contradictoire, tout simplement. Oui, et la reconnaissance de ce qui a eu, de ce qui a été. Si on me dit il ne faut plus du tout parler de Colbert parce que c'était un salaud,
Bah, je dis non. Il a certainement eu des très grands torts d'un côté. Il a fait des choses qui méritent peut-être moins de critiques et plus d'éloges, je ne sais pas. Mais moi, Les livres d'histoire risquent d'être assez vides voilà. si on ne parlait que de ceux qui n'ont fait que. Et nous avons cet échange en plein napoléonite aigu. Bon, c'est bien un personnage compliqué, qu'on peut avoir des jugements totalement différents. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'ensemble des connaissances disponibles sur le personnage. Puis après, les éléments de la discussion, le débat, et puis après, chacun se fait son opinion. Très bien. Ce qui, normalement, est ce que l'on fait à l'université. Oui, et d'ailleurs, on ne le fait pas assez. Et c'est d'ailleurs, je ne sais plus à quelle occasion, j'ai dit, moi je trouve, non pas qu'il y a trop d'études postcoloniales, mais qu'il n'y en a pas assez. Moi je souhaite qu'il y en ait plus, mais qu'elles soient bonnes. Et je discuterai avec elle. Merci Michel Viorca, je renvoie à la lecture de ce livre qui vient d'être publié aux éditions La Boîte de Pandore, Racisme, antisémitisme et antiracisme, apologie pour la recherche, et j'ajouterai apologie pour le débat contradictoire. Merci Michel.